Bonjour à toutes et à tous, on va parler de l'UFC Paris, du main event de l'UFC Paris, Ciryl Gane Tai Tuivasa, le 3 septembre prochain, n'est-ce pas Chris? Oui, Est-ce qu'on est hypé déjà par ce combat-là? moi énormément personnellement. D'accord. Je vais expliquer wow, pourquoi wow. après, mais oui, j'ai une hype pour ce combat. Ok, bah moi aussi je suis chaud, enfin je suis chaud. Pour le côté c'est en France, parce que avec Tai Tuivasa, on sait qu'on aura du spectacle, et puis que Ciryl, même si c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres personnes qui espéraient un Thomas Spinal, un Curtis Blades ou autre, là je trouve que c'est un combat qui s'annonce comme étant très divertissant, et c'est vrai que pour des gens qui vont découvrir l'UFC et le MMA en France, si vous ne connaissez, vous allez forcément connaître Ciryl, mais gens connaissent peut-être moins Tai Tuivasa, au moins l'UFC se garantit un combat un petit peu banger avec Ciryl contre Tai Tuivasa. Générique Chris. Générique. Générique. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Alors, Tai Tuivasa, Ciryl Gane, c'est peut-être le seul problème que j'ai moi avec ce combat-là, c'est est-ce que Ciryl Gane peut perdre finalement? Ça reste du MMA et chez les poids lourds, oui, tout le monde peut perdre. Alors effectivement, Ciryl a développé un jeu qui minimise un maximum les risques. Il a une vraie responsabilité défensive et Tai Tuivasa est pas spécialement connu pour être un combattant sur la distance. Donc clairement, si on dépasse la moitié du deuxième round, le facteur risque de se prendre un KO de Tai Tuivasa est très très bas. Et le facteur risque de se faire soumettre par Tai Tuivasa est déjà bas en début de combat, et alors après la moitié du deuxième round, il est quasi inexistant. Et perdre à la décision sur 5 rounds contre Tai Tuivasa, il faut vraiment faire une contre-performance. La clé sur papier pour faire une analyse de bistrot, c'est survivre le premier round, survivre le début du deuxième round, et à partir de là, on devrait être capable de commencer un peu à rouler sur Tai, surtout quand on a le profil de Ciryl, qui est quelqu'un qui a un volume de jeu qui reste solide du premier au cinquième round sur 25 minutes et qui continue à marquer ses points deuxième, troisième, quatrième, cinquième round. On l'a jamais vraiment vu dans un état de fatigue avancé. Trou, monsieur, je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, là, pourquoi est-ce que toi t'es hypé finalement par ce choc? Oui, alors il y a une erreur qui se dit beaucoup, je trouve, sur les réseaux, qui compare Tai Tuivasa à Derrick Lewis ou à Rozenstruik, en disant ouais, c'est un gros puncher qui sera dans l'attente. Ciryl va beaucoup bouger, il va toucher, il va bouger, il va toucher, et il va peut-être aller chercher une décision comme contre Rozenstruik, ou alors il va le finaliser grâce à l'état de fatigue de son adversaire dans le troisième ou le quatrième. Et là où je donne tort à ces gens, c'est que Rozenstruik et Lewis sont clairement des contreurs. Ils sont dans l'attente, ils déclenchent pas spécialement l'action. Alors que Tai Tuivasa, il a des très bons contres, mais c'est quelqu'un qui force l'action, c'est quelqu'un qui met la pression à ses adversaires, et c'est quelqu'un qui engage de temps en temps. Alors, il n'a pas un haut volume de jeu, cela n'empêche qu'il trouve des ouvertures sur des initiations de sa part, quand il initie l'action. Et ça change tout sur la dynamique de combat. C'est-à-dire que, ça change tout, ça dépend. Parce que je pensais que Volkov était aussi capable de mettre la pression et qu'il allait apporter le combat à Ciryl. Et finalement, Ciryl, de par son attitude dans la cage, a complètement nullifié le jeu de Volkov, qui s'est rétracté, qui est devenu attentiste sur son pied arrière. On a vu un Tai Tuivasa rentrer à la guerre avec Derrick Lewis. Je pense pas qu'il va rétracter son jeu et devenir attentiste contre Ciryl. Donc je peux voir un Tai Tuivasa qui met la pression à Ciryl et qui force l'action, ou qui force en tout cas un Ciryl à beaucoup se déplacer. Et c'est une dynamique de combat qui change énormément par rapport à ce qu'on a vu contre Rozenstruik ou contre Lewis. Merci monsieur, parce que c'est vrai qu'il y a quelques petites confusions à ce niveau-là. Et donc, du côté de Ciryl Gane, lui, que va-t-il faire? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une performance dans la lignée de ce qu'il a pu faire précédemment? Parce que c'est peut-être là aussi où les gens aimaient voir un adversaire différent pour Ciryl après ce qui s'est passé contre Francis, pour voir ses progrès dans ce domaine-là. Là, selon toute vraisemblance, on devrait avoir un Ciryl Gane fidèle à lui-même, même si c'est vrai que Fernand Lopez Ciryl essaye de mettre en place depuis quelques temps un Ciryl un peu plus agressif qui va aller chercher la finalisation. Alors,
Je pense que Cyril, par défaut, aura toujours le même game plan A, la même stratégie de base, de prendre le centre, d'avoir de l'espace derrière lui et de développer patiemment son jeu. D'abord, lire son adversaire et une fois qu'il prend confiance, c'est là où il appuie, c'est là où il commence à combiner. Mais sur le début du combat, il va chercher à lui prendre le centre, à se déplacer, à changer la dynamique, faire des in and out, rentrer, sortir, changer d'angle, changer de garde. Et à placer ses attaques au début, feinter pour analyser les réactions de son adversaire. Ici, comme je le dis, je pense que Tai Tuivasa sera totalement capable de ne pas se laisser mettre contre la cage, prendre lui le centre, ou en tout cas rester au centre et échanger contre Cyril. Ce qui signifie que Cyril, de par son style habituel, va pas spécialement se dire « Ok, je vais échanger contre lui au milieu de la cage et faire une guerre », parce que Cyril est quelqu'un de calculateur. Il veut prendre un minimum de risques et maximiser ses chances d'obtenir la victoire. Ce qui fait qu'il sera peut-être lui-même mis sous pression. Quand Cyril est mis sous pression, il favorise le mouvement latéral, et dès le moment où son adversaire le cadre bien, et Tai Tuivasa en pression, il cadre assez bien, il va chercher la collision pour rentrer au clinch et essayer de prendre la position dominante au clinch. Et ça, c'est un point que je pense personne n'a encore soulevé. Et alors, en MMA, on est sûr de rien. Moi, j'ai l'impression que ce combat, il y aura beaucoup de clinch. Parce qu'on a un Tai Tuivasa contre Stefan Struve qui a beaucoup initié le clinch. Contre Blagoy, il a fait pas mal de clinch. Contre Spivak a initié pas mal de luttes. Et Cyril Gane, en version défensive, quand il n'a plus le mouvement latéral dans ses options, il va initier le clinch. Et même de temps en temps, quand il a le centre, il cherche le clinch. Donc je pense qu'il y a pas mal de moments où on va se retrouver au corps à corps. Et c'est là où on va peut-être voir une nouvelle version de Cyril. Le peu qu'on a vu de Cyril au clinch, c'est très bon. Physiquement, il est présent même contre Derrick Lewis, qui lui-même est très imposant physiquement. Techniquement, je vais le comparer à Charles Jourdain, sa performance récente contre Shane Burgos. Le clinch pied-point est sous-utilisé en MMA. On voit très très peu de strikers chercher du tie clinch ou du clinch pour envoyer des genoux, des coudes, etc., de peur de se faire lutter. Mais ici, c'est deux artistes du pied-point. Donc, je pense qu'on peut avoir de la qualité au clinch debout. Et je ne serais pas étonné que l'un ou l'autre l'initie. Et c'est là où on va peut-être voir un nouveau visage de Cyril qui non seulement accepte le clinch, le prend ou le provoque, mais en plus de ça, cherche de les amener au sol face à Tai Tuivasa parce que je prends l'exemple de Spivak. Bon, Spivak, judo incroyable, lutte offensive incroyable, 6 takedowns réussis sur 6 essayés. Bon contrôle au sol, Tai Tuivasa, on sent que, un peu comme Derrick Lewis, il sait se relever parce que physiquement, il est présent, il trouve les ouvertures et tout ce qui s'ensuit. Mais techniquement, il y a un coup à jouer. Et donc, je serais vraiment pas surpris d'avoir une version de Cyril qui accepte le clinch et qui amène au sol à partir du clinch. Et donc, on verrait des nouvelles choses chez le Français le 3 septembre. Est-ce que tu penses, Chris, que les récents résultats de Tai Tuivasa font qu'on le voit peut-être aussi trop beau? Parce que c'est vrai que dans ces récents combats, je prends les 2 derniers KO qui sont contre Greg Hardy et contre Derrick Lewis, à chaque fois, il a été sonné, il était proche du point de rupture, et c'est justement ce qui lui a permis aussi de se relever, parce qu'à chaque fois, ses adversaires se disaient « ça y est, c'est bon, je vais lui apporter le coup de grâce », mais il était là pour contrer aussi. Il a un peu ce côté de Charles Oliveira. Mais effectivement, il a une énorme confiance en son menton, ce qui est très très rare en poids lourd, ce qui est pas spécialement recommandé en poids lourd. Mais sur ses dernières performances, ça lui a ça a joué en sa faveur. Alors du jour au lendemain, ça peut jouer en sa défaveur. Encore une fois, je pense pas que Cyril, en début de combat, est le gars qui va chercher la frappe lourde, le KO puissant. Et donc justement, Tai Tuivasa va pouvoir se dire bon, je vais absorber ses premiers coups. Je vais accepter de prendre un jab de Cyril pour essayer de casser la distance et envoyer un overhand en contrepartie. Alors c'est là où évidemment on rentre dans les grandes qualités de Cyril, de savoir piquer, sortir avant le contre. Mais encore une fois, le fait que Tai aura probablement cette confiance de pouvoir encaisser les frappes de Cyril, il va probablement avancer et chercher à casser cette distance comme il l'a très très bien fait contre des athlètes plus grands que lui. Une des stratégies qu'il utilise beaucoup, c'est les low kicks. Il a des très bons low kicks, Tai Tuivasa. On a vu un Cyril qui était quand même relativement sujet au low kick face à Volkov. Donc là, ça pourrait être stratégiquement, ça pourrait être intéressant pour Tai Tuivasa de mettre la pression, jouer sur le low kick pour immobiliser
Cyril, et puis rentrer en anglaise ou rentrer au clinch s'il s'y sent plus à l'aise à ce moment-là. Et donc là aussi, du côté de Cyril, il y a quelque chose à travailler pour ajouter dans son arsenal. Il a des très bons déplacements, c'est pas facile d'envoyer des kicks contre lui. Mais de temps en temps, ces déplacements, je vais pas dire qu'ils sont prévisibles, mais c'est beaucoup, voilà, il fait son in and out sur un rythme identique, et donc il y a moyen d'avoir un bon timing pour, quand tout son poids va vers l'avant, de venir casser la base. Et donc là, c'est peut-être à lui à trouver quelque chose pour feinter ses déplacements, faire rater un low kick et capitaliser par derrière pendant que Tai Tuivasa fait un 360 sur lui ou essaye de rétracter son kick, peu importe le choix qu'il fait. Et tu le vois, ça? Enfin, c'est quelque chose que tu penses que c'est possible? Ah oui, parce que bon, c'est boxe anglaise évidemment, mais on en a fait l'analyse sur notre épisode sur Usyk contre Joshua. Il y a clairement moyen de feinter des déplacements. Donc si tu fais je vais pas faire d'anglicisme, donc j'ai essayé de traduire ça en français. Si tu fais tu avances de 50 cm, tu recules de 50 cm, tu avances de 50 cm, du recul de 50 cm. Normalement, le gars, il sait que quand tu vas avancer, ta jambe sera présente à cet endroit-là, il peut envoyer son low kick. Si de temps en temps tu fais 50 cm et puis de temps en temps tu fais 20 cm pour avancer, le gars il peut penser que tu vas avancer de 50 cm, il va envoyer son low kick, mais en fait comme tu auras avancé que de 20 cm, il va le manquer et puis tu recapitalises dessus, tu recules pas, t'attends qu'il rate et puis tu avances pour pouvoir placer tes frappes en anglaise par exemple. Et c'est quelque chose qui, si Cyril a le centre, je vois cette situation se produire. Si Cyril est contre la cage, il va devoir plutôt capitaliser sur checker le low kick ou bien le contrer, parce que je pense que 3 des 6 takedowns de Spivak, c'est sur un low kick. Donc le low kick de Tuivasa, il envoie le direct, Tuivasa tombe et il suit, ou bien low kick de Tuivasa, il attrape la jambe et il l'amène au sol. Et on a eu des rumeurs que Cyril commence à vachement travailler sa lutte. Alors tout le monde se dit il travaille sa lutte défensive parce que c'est ce qui lui a posé problème contre Ngannou. Je pense qu'il fait un focus dessus, mais tant que tu as des lutteurs dans ton training camp, bah, t'en profites certainement pour travailler ta lutte offensive aussi. Et voilà, MMA Factory, ça reste une équipe très, très stratégique. Quand tu vois la facilité avec laquelle Spivak a amené au sol Tuivasa, c'était 2 fois à partir du clinch avec des judo throws, c'était 3 fois sur des low kicks et c'était, je pense, 1 ou 2 fois sur des takedowns proactifs. Peut-être que Cyril a travaillé ça. Peut-être que Cyril a travaillé sur avoir un bon timing sur les low kicks pour amener au sol. Et encore une fois, je pense que ce serait une bonne idée parce qu'on a vu un Cyril qui était quand même performant en contrôle debout quand il prend pas de risque sur les tentatives de soumission. Et face à un Tai Tuivasa, je vais le dire différemment. Tai Tuivasa, là où il est le plus dangereux, c'est debout en anglaise et avec ses low kicks, même s'il est petit. Si tu vas au sol et que tu as le top control, bah, tu es beaucoup moins à risque que si tu es debout contre Tai Tuivasa. Alors encore une fois, les grandes qualités de Cyril, c'est debout. Donc il va peut-être se dire, je me sens tellement meilleur que Tai debout que je vais rester debout. Mais peut-être qu'il se dit aussi, là où la différence de niveau est la plus élevée, c'est si je l'amène au sol. Et donc stratégiquement, je ne serais pas surpris d'avoir un Cyril qui axe son jeu autour de la lutte offensive. Vraiment pas surpris. Chris ne sera vraiment pas surpris. Et côté Tai Tuivasa, rappelez-vous, mine de rien, qu'en 2020, il était remercié de l'UFC après une série de défaites. Il est revenu ensuite contre le géant, j'ai oublié son nom. Stefan Struve, voilà, qu'il a envoyé directement à la retraite. Et depuis, il y a cette série de victoires aussi pour Tai Tuivasa. Est-ce que toi, tu l'as trouvé changé, Tai Tuivasa, ou c'est plus une question de confiance, justement, où tu te dis, bah, ce nouveau run-là, on a quelque chose chez Tai Tuivasa où il apporte des éléments différents? Alors, juste avant le podcast, j'ai re-regardé le combat contre Stefan Struve avec les commentaires, chose que je fais rarement et les gens se foutent de ma gueule quand je dis ça. Mais Daniel Cormier disait que Tai Tuivasa avait pris la décision de perdre du poids pour ce combat-là et depuis, il reste un peu sur ce même format. Donc, je trouve que Tai Tuivasa est un peu plus léger sur ses appuis parce que face à Junior Dos Santos, c'est clairement ce qui lui avait manqué, c'est qu'il était trop lourd, il n'était pas assez mobile. Et donc, Tai Tuivasa, depuis son retour à l'UFC, je le trouve pas moins puissant, il a gardé sa puissance de quand il était plus lourd. Je le trouve quand même plus mobile, plus réactif sur ses déplacements, un tout petit peu moins agressif, il lit un peu plus le jeu, mais voilà, une fois qu'une bagarre se déclare, il est plus du tout dans
dans l'intellectuel, il est vraiment dans l'instinctif. Donc, ouais, il y a des petits détails qui ont changé chez lui, qui ont probablement fait qu'il est sur une série de victoires maintenant, mais il est toujours là aussi à prendre des risques. Et je pense que c'est ce que tu dois faire contre Cyril, parce que si tu prends pas de risques, tu te retrouves dans un combat comme Cyril contre Rozenstruik ou Cyril contre Volkov, où il va prendre le dessus parce qu'un style de combat calculé, c'est là où il excelle le plus. Tu es obligé de prendre des risques, mais il faut savoir prendre des risques intelligents. Alright, monsieur. Bien, est-ce qu'on passe à quoi veux-tu passer d'ailleurs, Chris, là? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a oubliées peut-être? Ou tu veux qu'on aille directement au pronostic? Non, le petit point qu'on a oublié, c'est la différence de taille, évidemment. Mais, de taille, tu fais ça? Au moment où je l'ai dit, j'y ai pensé. Donc, la différence de grandeur, de hauteur. Un point qui est toujours relevé, c'est évidemment pour celui qui est plus petit, la pression, c'est très important. Et donc, face à quelqu'un comme Cyril qui se déplace bien, la pression, c'est toujours utile. Un plus petit, la cible la plus proche de lui, c'est la jambe avant. Donc, on en a déjà parlé, les low kicks, ça doit faire partie de son game plan aussi. Et donc, évidemment, contre quelqu'un qui se déplace, les low kicks, c'est aussi bien. Donc, d'un point de vue stratégique, la base pour Tai Tuivasa, en plus, ça fait partie de son arsenal. Comme je le disais, il a des low kicks très, très lourds, un peu je vais pas le comparer à Pat Barry, mais quand tu vois les 2-3 low kicks qu'il a envoyé à Stefan Struve est directement passé en gaucher, tu te dis, OK, ça claque sévère. Sur 5 rounds, ça peut jouer. Donc, voilà, je pense que Tai Tuivasa, la stratégie qu'il a appliquée contre Stefan Struve, qui est beaucoup moins, j'ai pas envie de comparer Struve et Cyril, mais en termes de différence de taille, il y en aura une, pas aussi forte que contre Struve de nouveau, mais elle sera présente. Et je pense que voilà, la stratégie de Tai Tuivasa est un peu anticipable. Je pense qu'il va chercher à mettre la pression. Il va pas appliquer un gros volume, mais il sera présent dans les contres et il sera présent pour initier avec des attaques à la jambe de Cyril. Et dès le moment où il aura l'opportunité de rentrer en anglaise et de casser la distance pour chercher le clinch, ce sera fait. Mais encore une fois, Tai Tuivasa, son clinch est pas mauvais du tout. Il a des très bons coudes. Mais je pense que techniquement, Cyril est au-dessus, donc ça ne m'étonnerait pas d'avoir un Tai qui initie le clinch avec un Cyril contre la cage, qui trouvera comment retourner la situation, et à partir de là, au choix pour Cyril, casser la distance s'il se sent plus à l'aise à distance lointaine, rester au clinch s'il s'y sent à l'aise, ou chercher l'amener au sol, si c'est ça qu'il considère comme la meilleure option pour chercher sa victoire. Très bien, monsieur. Je voulais ajouter aussi un petit point, enfin en tout cas préciser, c'est que c'est le premier main event de la carrière de Tai Tuivasa. Ça peut avoir son importance, même si c'est vrai, et puis il y a aussi un truc qu'on minimise aussi à Tai Tuivasa, c'est que c'est quelqu'un, quand Chris parlait justement de la confiance en son menton, on parle de quelqu'un qui a grandi en faisant des sparring avec Mark Hunt. Donc forcément, vous êtes à bonne école de ce côté-là. C'est clair. Et en plus, on sent un petit style de Mark Hunt en Tai Tuivasa, surtout sur son overhand suivi du crochet, qui a très bien fonctionné pendant la carrière de Mark Hunt contre des plus grands que lui. Donc c'est là où je dis encore une fois, voilà, je comprends ceux qui disent difficile de voir comment Tai Tuivasa peut s'imposer, mais c'est poids lourd, surtout avec Tai Tuivasa, une suffit. Et certes, Cyril est quelqu'un qui maîtrise très 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 bien les risques par rapport à ses adversaires. On n'est jamais à l'abri d'une grande surprise. On l'a encore eu le week-end passé. Qui aurait mis de l'argent sur Leon Edwards à l'entrée du 5e round sur un finish? Quasi personne n'aurait de tous les adversaires de Cyril, Tai Tuivasa, c'est vraiment celui qui maîtrise le plus les situations de KO. Donc, et donc c'est vrai que si jamais Cyril allait trop tôt vers la finalisation, ça pourrait être un petit peu compliqué. Alors là, c'est là où je pense que c'est contre Rozenstruik. Je me rappelle de m'être fait la réflexion. Cyril était complètement en contrôle du combat. On voyait qu'il allait à la décision et on entendait Fernand qui gueulait sur le côté de la cage. Je sais plus ce qu'il disait comme instruction, mais en gros, l'instruction générale, c'était engage, cherche le KO, cherche le finish. Et je peux comprendre, évidemment, quand tu veux faire monter tes gars à l'UFC, un KO, ça te propulser vers ton title shot et tout ce qui s'ensuit. Maintenant que Cyril est vraiment positionné est vraiment à l'aise dans le top 3 de la division, je sais pas si c'est encore dans les intentions de Fernand de chercher le KO à tout prix, peut-être au niveau Paris, etc. Mais Cyril avait pas écouté ses instructions. Il les a pas écoutées, donc j'ai confiance en le sang-froid de Cyril à ce niveau-là. J'ai pas l'impression qu'il va rentrer dans une guerre si c'est pas le moment opportun. Je peux le voir rentrer dans une guerre dans le 4e round quand
quand éventuellement Tai Tuivasa commence à mettre ses mains sur ses genoux parce qu'il est ultra fatigué et qu'il considère du coup que Tai sera plus présent dans les échanges. Mais encore une fois, j'ai re-regardé tous les combats de Cyril. Tant qu'il n'est pas sûr de lui, il prend pas de risque, il reste sur des feintes, il reste sur des single attaques et il les appuie pas encore. Il commence à les appuyer une fois qu'il a une lecture de son adversaire et qu'il se sent confiant à rester plus longtemps dans les zones d'échange. Merci, monsieur. Donc là, effectivement, je pense qu'on a fait le tour et qu'on peut aller vers les pronostics. Les pronos. Eh ben, je vais me mouiller. Cyril, alors là, je me mouille pas trop, par soumission, dans le 3e round. Ok. Bah, pour ma part, moi, je vois un TKO Cyril dans le 4e round. Je pense que ce sera un peu trop pour Tai Tuivasa. Et puis, ouais, bah voilà, je pense que ce sera une bonne soirée pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas, là, les gens vont dire Guillaume, Chris et les autres combats de la carte. Rendez-vous la semaine prochaine, le mardi. On va parler de tout ça en long, en large et en travers avec Chris. Parce que mine de rien, franchement, elle est pas mal cette carte de l'UFC. Il y a pas mal de gens sur les réseaux sociaux, mais on en parle avec Chris aussi. Le problème, c'est qu'on voit beaucoup de choses par le prisme des réseaux sociaux, alors que la réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents. Mais pour une Fight Night, un UFC Fight Night, donc qui n'est pas un pay-per-view numéroté, donc ça veut dire que les gens aux États-Unis ont l'UFC grâce à leur abonnement qui paye ESPN Plus à 12 balles par mois, quelque chose comme ça. C'est de très très haut niveau. On est sur une carte type UFC Londres. Et en fait, le meilleur moyen de le prouver, c'est de regarder les commentaires internationaux. Donc les anglophones, ils aiment bien cette carte. Ils trouvent que c'est un beau Fight Night. Donc si les internationaux trouvent que c'est un bon Fight Night et qu'en plus de ça, il y a quand même pas mal de Français qui sont présents, alors oui, il manque les Easy King, ça c'est clair et net, mais c'est déjà une belle carte à l'international et en plus de ça, ils n'ont pas vraiment été radins sur le nombre de Français présents, sur le nombre de Français présents. Donc c'est vraiment une belle carte pour les fans français. Il y a des manquements, ça aurait été mieux avec Doumbé, ça aurait été mieux avec Manon, ça aurait été mieux avec Lazy King, ça aurait été la carte idéale de chez Idéal. Et sachant que en dehors de Lazy King, ils ont essayé les deux autres. Ils ont essayé les deux autres. Donc c'est pour ça que vous êtes très dur, je trouve, avec l'UFC. Oui, parce que là, clairement, pour Manon Fiorot, ils ont tout tenté. D'abord contre Chukagian, puis contre Andrade, et puis de nouveau Chukagian, et puis voilà, ça va pas. C'est la faute à pas de chance. Pour Doumbé, je vais pas spéculer sur ce qui s'est passé, mais c'était prévu, et puis ça ne l'est plus, donc l'UFC a clairement tenté de le faire. La déception, évidemment, c'est pour Lazy King, mais on sait qu'il arrivera à l'UFC prochainement, c'est indéniable, sauf blessure. Ouf, je ne jinx pas, je retire ce que j'ai dit. Ah oui. Ces réflexes, les aléas du live qu'on poste quand même pas en live. le jinxer. Et puis oui, non, sinon globalement, effectivement, une très très bonne carte, ne serait-ce que, et c'est vrai que les gens l'oublient un petit peu, mais le co-main event, on y reviendra bien évidemment, Whittaker-Vettori, si c'est pas à Paris, c'est un main event. Mais clair, c'est les deux princes des middleweights. Il y a pas, voilà, ils battent tout le monde qui ne sont pas Israel Adesanya de la division. C'est un peu un Chad Mendes, Frankie Edgar de l'époque. Pas mal, monsieur. Voilà. Frankie Edgar, Chad Mendes, c'était vraiment ce combat à l'époque. C'était les deux gars qui n'arrivaient pas à battre José Aldo, mais que personne d'autre dans la division arrivait à battre. Ils ont fait le combat, ça répondait vraiment à une grande question. Et donc c'était Frankie Edgar putain, c'était un sale combat. Et qui s'est imposé lors de la revanche aussi, qui avait duré quelques secondes, c'était par KO qui s'était imposé, Frankie Edgar. Bref, ça a eu une autre époque. Enfin, Chris, on se retrouve très vite, bien évidemment. En plus, ces prochaines semaines, la décryptance est de retour à full speed, avec des crises décryptes, ça vous fait plaisir, avant et après les combats, quand il se passe des petites dingueries. Là, il y a eu mardi de cette semaine, Kamaru Usman, le KO qui a été analysé par Chris. Là, on va voir un Chris décrypte dédié à Cyril Gane. Oui, ce sont des semaines de rêve. I'm back. I'm back, baby. I'm back. Bon, allez, à très vite. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 33% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Salut, monsieur Chris. Salut.